Une petite maison de banlieue. Une famille ordinaire. Un matin d'octobre 2009, tout semble normal dans le quartier de Fayetteville, en Caroline du Nord. Mais ce soir-là, à 23h30, une femme compose le 911. Sa fille de 5 ans a disparu. Pas de traces d'effraction, pas de témoins. La porte d'entrée pourtant est restée entr'ouverte. Les heures passent, la police arrive, puis les jours, les semaines, et bientôt la ville entière découvre un mystère qui dépasse l'imaginable. Une mère brisée, un quartier en état de siège, et derrière ce drame, des secrets que personne n'aurait dû connaître. Voici l'histoire vraie de Shania Davis, une disparition qui révélera, pièce par pièce, la face la plus sombre de l'innocence. Fayetteville, Caroline du Nord, 10 novembre 2009. Le jour se lève à peine sur Murchison Road, une longue artère bordée de petites maisons usées par le temps. Dans l'une d'elles, la police reçoit un appel d'urgence à 6h53. Une femme, la voix paniquée, répète plusieurs fois la même phrase. « ma fille n'est plus là ». Son nom, Antoinette Nicole Davis. Elle explique que sa fille de 5 ans, Shania, dormait dans sa chambre. Lorsqu'elle s'est levée, le lit était vide et la porte d'entrée entr'ouverte. Selon le rapport initial de la police de Fayetteville, aucune trace d'effraction n'a été trouvée. Les officiers notent cependant que la porte d'entrée n'était pas verrouillée et qu'aucun membre du voisinage n'a entendu de bruit suspect pendant la nuit. La scène ne présente aucun signe de lutte. La maison est étonnamment propre, comme si quelqu'un avait voulu dissimuler quelque chose. Sur place, les agents observent le comportement de la mère. Antoinette paraît nerveuse, mais pas hystérique. Elle fume cigarette sur cigarette, répond lentement aux questions. Lorsqu'on lui demande si quelqu'un aurait pu emmener sa fille, elle évoque un prénom, Mario. Mario Andrette McNeil, un nom qui va devenir central dans l'affaire. Un homme d'une trentaine d'années, au passé trouble, connu des services de police. Antoinette dit qu'il l'aide parfois, qu'il passe à la maison de temps en temps, mais elle ne précise pas pourquoi. Les détectives fouillent la chambre de la fillette. Un détail attire leur attention. Sur la table de nuit, un petit doudou blanc. Et juste à côté, un téléphone portable, celui d'Antoinette, qui ne cesse de vibrer. Un technicien de scène de crime le confisque immédiatement. Dans la mémoire de l'appareil, plusieurs messages envoyés dans la nuit. Le dernier, à 3h42 du matin. Un simple texte. Elle est prête. Le message a été envoyé à un contact enregistré sous le nom de Mario M. Cette phrase va changer tout le sens de l'affaire. À partir de ce moment, les enquêteurs ne cherchent plus un inconnu, mais un complice. 2 jours plus tard, un appel du Sanford Hotel bouleverse l'enquête. Le directeur du motel, situé à une centaine de kilomètres de Fayetteville, dit avoir reconnu la petite fille sur les affiches de disparition. Il remet aux agents une vidéo de surveillance datée du 10 novembre à 6h11 du matin. Sur l'écran, une image qui glace le sang. Un homme, grand, noir, marche dans le couloir, tenant la main d'une fillette en pyjama rose et bleu. Elle ne pleure pas. Elle regarde brièvement la caméra, comme si elle savait qu'on la verrait. C'était elle. On en était sûr. À partir de cette image, la chronologie devient plus claire. Antoinette Davis dit être allée se coucher. Envoi du message, elle est prête. 6h11, McNeil filmé à Sanford, 100 km plus loin avec la fillette. 6h53, appel au 911. Ce décalage de temps laisse supposer que Shania a quitté la maison entre 3h et 4h du matin, volontairement ou sous contrainte. Dès le 11 novembre, le FBI est officiellement associé à l'affaire. Les recherches s'étendent sur tout l'État. Des volontaires quadrillent les forêts, des hélicoptères survolent les zones rurales. Mais chaque jour qui passe réduit les chances de retrouver la fillette vivante. Et McNeil, lui, a disparu. La presse locale s'empare de l'affaire. Les chaînes d'information diffusent en boucle l'image de la fillette Fillon tenant la main de son ravisseur présumé. La population se mobilise. Des veillées s'organisent dans toute la Caroline du Nord. Le 13 novembre, un témoin signale avoir vu un véhicule gris stationné près d'un chantier isolé à l'extérieur de Sanford, au lever du jour, le matin même de la disparition. La description correspond à la voiture de McNeil. Les unités de recherche se rendent sur place. Elles fouillent la zone sans rien trouver de concluant. Mais à quelques mètres de là, un ouvrier découvre un morceau de couverture rose, partiellement enfoui dans la terre.
Les analyses confirmeront plus tard qu'il s'agit bien d'un tissu provenant du lit de Shania Davis. Le 14 novembre, 3 jours après le début de la traque, Mario Andrette McNeil se présente de lui-même au poste de police de Fayetteville. Il dit vouloir s'expliquer. Les enquêteurs le décrivent comme froid, sûr de lui. Il nie avoir enlevé la fillette, affirmant qu'il a simplement rendu service à la mère. Il prétend qu'Antoinette lui a demandé d'emmener sa fille chez un proche dans une autre ville. Mais face à la vidéo de surveillance, son masque se fissure. Il baisse les yeux et lâche seulement cette phrase « Je n'aurais jamais dû la prendre ». Les enquêteurs bouclent la zone. Les techniciens en identification criminelle photographient, prélèvent, marquent chaque indice. En fin d'après-midi, la nouvelle tombe. Le corps retrouvé est bien celui de la petite Shania Davis. Le corps est transféré au centre médico-légal de Chapel Hill. Là-bas, le médecin légiste découvre des signes clairs indiquant que la fillette a été victime de sévices sexuels graves avant de perdre la vie. Les analyses établissent ensuite que la cause du décès est un étouffement, survenu au cours de ces violences. Ces conclusions, sobres mais terribles, confirment la thèse d'un meurtre. Shania n'a pas disparu par hasard. En parallèle, les experts analysent les fibres, les ADN et les traces recueillies sur les lieux. Les résultats relient directement Mario McNeil, l'homme vu sur les caméras de l'hôtel, à la scène. Pour les enquêteurs, tout s'éclaire. L'homme identifié n'est plus seulement un témoin, il devient le principal suspect. Ce jour-là, la disparition de Shania Davis devient une affaire d'homicide. Et pour la police, une seule question demeure, pourquoi? 6 jours après la disparition de Shania Davis, l'enquête franchit un tournant décisif. Les enquêteurs analysent tous les éléments disponibles. Vidéo de surveillance. Un homme identifié comme Mario McNeil est vu avec la fillette dans un hôtel. Messages et téléphone. La mère, Antoinette Davis, a communiqué avec McNeil avant et après la disparition. Transfert d'argent. La mère a envoyé de l'argent à McNeil autour de la période critique, ce qui montre qu'elle a facilité la disparition. Traces matérielles. Fibres et objets retrouvés sur le lieu de la découverte du corps correspondent à ceux liés à McNeil. Ces éléments révèlent que la disparition n'était pas accidentelle et que la mère a mis sa fille entre les mains de McNeil contre de l'argent. McNeil est arrêté et placé en garde à vue. Confronté aux preuves, vidéos, relevés téléphoniques et traces matérielles, il tente de minimiser son rôle, mais les faits sont accablants. Antoinette Davis est également interrogée. Ses réponses et les transferts d'argent confirment qu'elle a volontairement permis à McNeil de prendre sa fille contre une compensation financière. Les enquêteurs notent ces contradictions et ces hésitations qui confirment la complicité. McNeil, inculpé pour enlèvement et homicide. Antoinette Davis, inculpé pour complicité et mise en danger de l'enfant. Mario McNeil est reconnu coupable d'enlèvement et d'homicide. Il est condamné à la peine de mort, reflétant la gravité de son crime. Antoinette Davis est reconnue coupable de complicité et de mise en danger de sa fille. Elle est condamnée à 17 à 20 ans de prison. Pour les enquêteurs, le mystère n'est plus de savoir ce qui est arrivé à Shania. Il s'agit de comprendre la dynamique derrière cet acte. Un homme dangereux et la complicité de sa mère qui a permis que le pire se produise. La justice a tranché, mais le drame laisse un vide durable dans la communauté.